Please be seated. Mr. McCloskey, you may proceed. Le président, Monsieur McCloskey, vous avez la parole. Monsieur McCloskey, merci. Dans la soirée du 13 juillet, Mladic quitte la zone de Srebrenica. Il s'arrête au niveau du commandement du corps de la Drina basé à Vlasenica. Il organise une petite cérémonie là en annonçant la promotion du général Krstić en tant que commandant du corps de la Drina et il annonce le départ à la retraite du général Jivanovic. Ensuite, Mladic continue vers son QG de Tsarnarijeka près de Han Piesak et Mladic et Tolimir quittent le chef se sépare du chef de sécurité de l'état-major principal, le colonel Bratunac, à Bratunac dans la soirée du 13. Et Beara a passé beaucoup de temps ce soir-là à organiser l'enterrement des 1000 hommes qui ont été tués à l'entrepôt de Kravica ce jour-là. Et Beara a également supervisé les premiers déplacements de prisonniers de Bratunac vers les écoles dans le secteur de Zvornik dans la soirée du 13. Le premier groupe de prisonniers qui sont arrivés à l'école d'Orahovac sont arrivés tard dans la soirée du 13. Cependant, la grande majorité des hommes détenus à Bratunac ont été gardés à Bratunac pendant la nuit pour être transportés le 14. Alors, Mladic passe la nuit à son poste de commandement. Il reste au QG le 14, une partie de la journée. Il travaille avant de se rendre à Belgrade cet après-midi-là. Dans la matinée du 14 juillet, des milliers de musulmans détenus dans des bâtiments et des véhicules de Bratunac ont été transportés dans un très grand convoi vers le secteur de Zvornik où ils ont été placés dans des écoles, des bâtiments publics à Orahovac, Petkovci, Ročević et Pilica. Et nous avons une carte qui nous permet ici de voir de quels endroits il s'agit. Cette carte nous permettra de comprendre où se situent ces villes, les unes par rapport aux autres et par rapport à la ligne de front. Et cela est de nouveau représenté par cette ligne épaisse mauve. Et vous voyez aussi les flèches rouges qui montrent comment avance la colonne musulmane. La VRS commence avec les exécutions organisées et systématiques dans un champ près de l'école d'Orahovac dans l'après-midi du 14 juillet. Les assassinats sont en cours alors que Mladic se déplace en voiture de Tsarnarijeka vers Belgrade. Il passe par Zvornik. Vous voyez la route qui longe la Drina. Il passe à 10 km du site d'exécution d'Orahovac avant de quitter la route principale et traverser le pont sur la Drina, donc sur la droite. Vers Belgrade. L'exécution de jusqu'à 1000 personnes à Orahovac s'est terminée tard dans la soirée du 14. Les exécutions ont commencé à minuit à l'école de Petkovci, donc c'est au nord d'Orahovac. Et c'est là que également jusqu'à 1000 personnes ont été assassinées par le peloton d'exécution et cela s'est poursuivi tout au long de la nuit. Pendant la journée du 15, les exécutions ont continué. Des centaines de musulmans ont été assassinés, des musulmans détenus à l'école de Ročević. On les a transportés sur les berges de la Drina qui se trouve juste à côté et ils ont été exécutés près de la ville de Kozluk. Et nous aurons des bourreaux qui viendront déposer en l'espèce. Dans la matinée du 15, Beara n'avait plus d'hommes pour mener à bien ses exécutions et il a appelé les généraux Jivanovic et Krstić. Il demande qu'on lui envoie une escouade de Visegrad
qui aurait, en disant que le commandant aurait ordonné qu'elle soit envoyée par. Lorsqu'il dit commandant, il veut dire Mladic. Vous verrez une conversation interceptée, une référence directe en fait que c'est Mladic qui ordonne qu'un groupe de soldats soit envoyé à Beera les 12 et 13. Alors, une des raisons pour lesquelles Beera n'a pas d'hommes dans la zone de Zvornik, c'est parce qu'ils sont déployés pour la défense contre la colonne de musulmans de Srebrenica qui arrive vers leurs arrières. Et des ressources de la brigade de Zvornik sont déjà utilisées dans le cadre de l'opération meurtrière, beaucoup de ces ressources. Et nous pouvons voir cela dans le rapport de combat de Vinko Pandurevic. Pandurevic dit en plus, ce qui constitue un fardeau supplémentaire pour nous, c'est un grand nombre de prisonniers qui se trouvent dans les différentes écoles de la zone couverte par la brigade, ainsi que l'obligation d'assurer la sécurité et l'aménagement du terrain. Ce commandement ne peut pas s'occuper de l'ensemble de ces problèmes, ne peut pas continuer à le faire parce que nous n'avons ni le matériel ni d'autres ressources. Si personne ne s'en occupe, eh bien, je vais être obligé de les laisser partir. Et lorsqu'il parle de l'aménagement du terrain, en fait, il emploie le terme asanatia en serbe. Et donc, comme vous le savez, il s'agit du terme militaire utilisé par la JNA pour désigner l'enlèvement, l'évacuation des morts et de tout ce qui reste après la bataille. Donc, Pandurevic dit ici qu'il a cette charge incroyable qui est de garder, d'ensevelir les musulmans qui sont dans les écoles. Et au moment où il écrit, le 15, eh bien, tous les musulmans d'Orahovac sont morts. Tous les musulmans de Petkovci sont morts. Et on est en train d'assassiner les musulmans de Kozluk. Probablement, le processus est encore en cours à ce moment-là. Cela veut dire que 1500 musulmans sont gardés par les forces de Pandurevic dans le secteur de Pilica. Environ 1500 musulmans. Et puis il continue en disant cela. Ce commandement ne peut pas s'occuper de ces problèmes, ne peut pas continuer à le faire parce qu'il n'a ni le matériel ni d'autres ressources. Et si personne n'assume cette responsabilité, je vais être obligé de les laisser partir. Alors, je suis sûre que lorsqu'il dit ce qu'il dit, donc qu'il va être obligé de laisser partir les prisonniers de Pilica, je suis sûre qu'il ne le pense pas. Mais je suis sûre aussi que ses supérieurs l'ont écouté. Parce que le 16 juillet, Beera obtient une unité de l'état-major principal du 10e détachement de sabotage qui, avec les autres, assassine 1500 musulmans ce jour-là à la ferme de Branievo près de Pilica et à la maison de culture de Pilica. Au moment où la nuit tombe du 16 juillet, plus de 7000 musulmans, des hommes et des garçons, ont été tués par la VRS et les forces du MOB. Comme je l'ai déjà dit, le général Mladic se déplace pour Belgrade le 14. Il va à Belgrade souvent pour travailler et cela ne l'empêche pas de garder le commandement et le contrôle de la VRS pendant qu'il est en déplacement. Depuis la soirée du 14 juillet jusqu'à la soirée du 16 juillet, Mladic a des réunions de travail en représentant la VRS. Il a des réunions avec des officiers de la Force Pronu, des représentants internationaux, de ceux qui apportent le soutien qui se trouvent à l'étranger. Et ces réunions se retrouvent dans les notes de ses carnets. Le 16 juillet, Mladic
se rend à un mariage avec son épouse, mais au cours de cet après-midi, en fait, il rencontre des supporters canadiens et il va à l'hôpital des vétérans de Belgrade, à l'Académie militaire de Belgrade. Et nous avons une vidéo où on voit Mladic en uniforme au téléphone à recevoir des rapports de GEPA et de la brigade de Zvornik. Et dans cette première vidéo, nous avons Mladic et son épouse à l'Académie militaire de Belgrade. Et puis ensuite, Mladic se lève et il va au téléphone. Il est toujours à l'Académie militaire de Belgrade et vous allez voir cette vidéo pendant le procès, entendre le général Mladic pendant qu'il parle de la situation à GEPA. Il mentionne Vinko, donc c'est Vinko Pandurevic et nous venons de voir son rapport sur la situation qui est celle de sa brigade. Alors dans la soirée du 16, Mladic revient au commandement de l'état-major principal à Tsarnaïevka. Il rencontre les généraux Miletic et Tolimir et ce soir-là, le général Mladic donne des ordres à l'officier de sécurité de l'état-major principal, à savoir le colonel Keserovic, de se rendre dans la zone de Bratunac le 17 juillet et de commander les unités qui cherchent les musulmans qui sont restés, donc ceux qui sont sortis de Srebrenica. Keserovic va dans la zone de Bratunac le lendemain et en fin de journée du 17, la VRS et les forces du MOUP qui ont conduit ces recherches ont capturé 150 musulmans. Et peu de temps après, ces hommes ont été transportés à un endroit isolé dans la vallée de Serska, exécutés là-bas. Et cela n'aurait pas pu avoir lieu sans un ordre explicitement donné par Mladic. Alors, lorsque vous aurez entendu parler des exhumations, vous vous poserez peut-être la question qui est de savoir si les restes que l'on trouve dans les charniers ne viennent pas des victimes de combat et non pas victimes qui ont été exécutées. Alors, c'est une idée absurde. Premièrement, vous vous rappellerez que beaucoup de survivants ont pu raconter ce qui s'est passé, ont raconté ce qui s'est passé avec des centaines d'hommes et de garçons tués. Vous pouvez voir une image de la ferme de Branievo le lendemain des meurtres. Dražen Erdemovic et d'autres survivants en parleront. Nous voyons ici un champ couvert de cadavres et les survivants vous raconteront exactement ce récit-là. Erdemovic a estimé qu'environ 1200 personnes ont été tuées à la ferme de Branievo à cet endroit précis. Et vous voyez que les États-Unis ont marqué corps, cadavre. En annotant l'image et il y a une excavatrice également, enfin une annotation que c'est là que l'excavatrice a creusé. Donc 150 corps ont été trouvés au fond d'un très grand charnier ici. Alors deuxièmement, un nombre de victimes dans les charniers ont été trouvées avec des yeux bandés et les mains attachées, ou bien les deux. Donc nous avons ici une image du charnier de Kozluk. C'est l'image de l'horreur créée par Mladic. Nous voyons ce qui reste une fois que l'on a dégagé ce qui recouvrait les cadavres. Voyons maintenant l'image 32, l'image d'une des victimes qui porte de manière très évidente un bandeau sur les yeux et cet homme n'a pas pu mourir au combat, pas pu périr au combat. Et nous avons l'image suivante, nous avons les mains attachées derrière le dos de la victime. Troisièmement, la VRS ne se serait jamais aventurée dans les bois où il y avait encore des musulmans armés. Elle n'y serait jamais allée pour évacuer les corps des musulmans morts. C'était des bois très denses. La zone était
à nombre d'endroits minés, il n'y avait pas de raison pour que la VRS utilise ces ressources précieuses en effectif et en équipement pour aller évacuer les restes musulmans et pour aller les enterrer à des endroits comme Orahovac, Petkovci, Kozluk ou Branievo. Comme je l'ai dit au début, les meurtres se sont poursuivis au-delà du 16 juillet dans les endroits tels que Snagovo le 19, Bišćina le 23 juillet, Tornovo vers le 25 et d'autres endroits que nous ne connaîtrons jamais. À l'automne de l'année 1995, Mladić et Karadzic décident d'exhumer les charniers énormes près d'Orahovac, Petkovci, Kozluk, Branievo et Kravica et d'éparpiller les restes humains dans plus de 30 charniers de plus petite taille dans des endroits isolés et cachés où ils pensent, espèrent que l'OTAN ou ce tribunal ne les trouveront jamais. Et le général Mladić a approuvé les quantités absolument impressionnantes de carburant nécessaires pour cette mission. Donc nous avons ici un document signé par le général Mladić qui déclare par la présente, j'approuve que 5 tonnes de diesel D2 soient données pour mener à bien des travaux du génie. Le secteur de logistique de l'état-major principal de l'armée de la République serbska fournira le carburant à la caserne standard de Zvornik au capitaine Milorad Trpić. C'est une erreur de frappe en fait. Il s'agit du capitaine Milorad Trpić. Il est l'officier de sécurité. Vous vous rappellerez de la brigade de Zvornik. Et il était responsable de superviser cela. Vous entendrez des preuves à l'appui pendant le procès. Alors, grâce à des images aériennes et le témoignage des survivants, la plupart des charniers secondaires ont été identifiés, exhumés. Les fosses d'origine et les fosses secondaires, on a pu établir les liens entre elles grâce à l'analyse par l'ADN, grâce au fait qu'on a retrouvé des parties de corps des mêmes individus dans les deux fosses différentes. Alors maintenant, pour conclure, je voudrais vous montrer un dernier extrait vidéo. Nous avons l'obligation de démontrer l'intention délictueuse et cette vidéo nous permettra de connaître ce qui se passe dans l'esprit du général Mladić. Après la chute de Srebrenica, de nombreux musulmans de Srebrenica sont allés à Žepa, y compris la victime témoin RM 274, victime d'exécution à l'entrepôt de Kravica. Les 25 et 26 juillet, la VRS s'est emparée de la ville de Žepa et a expulsé la population musulmane, y compris le témoin 274 qui était blessé. Mladić lui-même, avec les généraux Krstić, avec le général Gvero, le général Krstić, le colonel Pandurević a supervisé le départ de ces musulmans. Et je voudrais montrer ce que une musulmane a dit à ce sujet. Cela vous permettra de comprendre. Tako, držite oružje oko. Poravnajte se u moju liniju, rekao sam poravnajte se i razmaknite se dalje. Tako. Dobar dan. Dugo ste slušali o meni. Sad me gledate, ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni. Svi ste bezbedni. I sve vas prebacujemo za Kladanj. Želimo vam srećan put i doviđenja. Živi bili. Nemojte vi vojno sposobni ponovo na front. Nema više oproštaja. Sad vam poklanjam život. Dobar dan. Dugo su vam o meni svašta pričali. Imate mogućnost da me vidite. Ti da ćutiš. Tvoje da voziš u gasi.
Ja sam general Mladić. Među vama ima i vojno sposobni koji ste do sad na mene pucali. Svima vam opraštam i poklanjam život. Nemojte više dolaziti, preda me na front. Sljedeći put nema oproštaja. L'interprète se corrige. Je voudrais vous montrer ce que Mladić a dit à ceux aux musulmans qui partaient de Jepa, en particulier ceux qui étaient identifiés comme hommes valides. Et vous pouvez voir dans cette vidéo que Mladić s'est posé la question du sort de ces quelques hommes qui se trouvent à bord de ces autocars. Et il estimait que c'était lui, le propriétaire de leur vie, qu'il avait le droit de vie ou de mort sur eux. Mais le 25 juillet, on a des récits d'atrocités de Srebrenica qui commencent à être rapportés dans la presse. Et Mladić ne peut plus se comporter de manière aussi cavalière. Il a le secret de Srebrenica à cacher et il ne peut plus tuer les jeunes de manière impunément parce que le monde suit de manière très attentive ce qui se passe. Alors maintenant, je voudrais que l'on revienne vers une victime, vers les propos d'une femme de Srebrenica, Mirsada Malagić, qui a déposé dans un procès précédent. Vers la fin de sa déposition, elle est revenue après le week-end et voilà ce qu'elle a déclaré à la chambre de première instance. Hier après-midi, je suis sortie un petit peu pour visiter votre ville et ce qui m'a impressionné surtout, c'est un monument que nous avons visité. C'est une statue, c'est une femme qui attend les marins qui ne sont jamais revenus. Et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a profondément touchée. Je voudrais à tout prix pouvoir emporter cela en Bosnie. Et c'est peut-être une comparaison, comment dire, on pourrait nous comparer, nous, les mères et femmes de Srebrenica qui avons passé tant d'années à attendre, à espérer. On pourrait se tourner vers ces forêts désertes où nous avons vu partir nos fils qui ne sont jamais revenus et au sujet desquels nous n'avons jamais rien appris. De manière définitive. Sont-ils morts? Sont-ils en vie? Où ont-ils été enterrés? Il y a beaucoup de mères qui sont mortes et depuis, et je suppose que pour toutes les autres, ce sera la même chose parce que de jour en jour, il y a de moins en moins d'espoir. Mirsada viendra déposer en l'espèce. Mirsada a perdu son mari, Salko, ses 2 fils, Elvir et Admir. Admir n'avait que 16 ans. Son beau-père, Omer. Les 2 frères de Salko, Osman et Jafer. Et son neveu, Samir. Et cela n'a rien d'extraordinaire. De nombreuses personnes ont perdu encore davantage. Aujourd'hui, il reste 1500 hommes et garçons de Srebrenica qui ne sont pas revenus et qui ne reviendront jamais. Les vies perdues de ces victimes et les vies marquées à jamais de ceux qui ont survécu, cela porte un nom, c'est le génocide de Bosnie. Notre devoir est de ne jamais l'oublier. Merci. Le président, merci, Monsieur McCloskey. Monsieur Groom, pensez-vous que vous serez en mesure d'en terminer dans 45 minutes environ? Monsieur Groom, oui, je le pense. Le président, bien. Alors, il se peut que nous n'ayons pas besoin de faire une autre pause. Il se peut que nous puissions donc terminer les déclarations liminaires à 12h15. Monsieur Groom, je vous en prie. Monsieur Groom. Messieurs les juges, Monsieur Mladić n'est pas traduit en justice aujourd'hui.
n'est pas accusé d'avoir été un piètre soldat ou un commandant médiocre. En fait, nombreuses sont les personnes qui le considéraient comme un dirigeant de la VRS extrêmement compétent et efficace, un redoutable adversaire sur le champ de bataille. Il est ici aujourd'hui parce qu'il a utilisé son expérience et ses compétences de soldat, son autorité de chef, et les a appliquées à la commission des crimes. Les crimes recensés dans l'acte d'accusation commis contre les populations non serbes de Bosnie s'inscrivaient tous dans un effort uni et avaient un lien avec l'objectif criminel commun. Alors il faut savoir en fait que dans le cadre d'un procès, il faut bien entendu opérer une dissection des crimes, mais ces crimes ont été vécus comme un seul et même traumatisme par la population de Bosnie. Il importe donc que les crimes soient compris ainsi que leurs liens les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle l'accusation commencera son premier volet, le premier volet de sa présentation des moyens à charge, en vous présentant un aperçu des crimes. Une présentation qui vous permettra de comprendre les liens entre les crimes et le rôle joué par M. Mladic dans la commission de ces crimes. Les autres volets de la présentation des moyens à charge se concentreront sur les éléments individuels de l'espèce. L'acte d'accusation énonce quatre entreprises criminelles communes qui englobent ces crimes. Vous voyez maintenant le résumé de ces 4 entreprises criminelles communes. Donc, dans un premier temps, la première entreprise criminelle commune consiste à expulser de façon permanente les musulmans de Bosnie et les croates de Bosnie des territoires revendiqués par les Serbes de Bosnie. Il s'agit d'une campagne qui inclut le crime du génocide dans certaines municipalités. Cet objectif criminel commun et global était la base dont ont émané les autres entreprises criminelles communes. Et cet objectif criminel commun global se retrouve dans les ambitions territoriales et démographiques exprimées par les dirigeants des Serbes de Bosnie. Les 3 autres entreprises criminelles communes émanent essentiellement de cette première entreprise criminelle commune. La deuxième entreprise criminelle commune et le bombardement criminel persistant et les tirs embusqués contre les civils de Sarajevo afin de susciter leur terreur et de l'entretenir. La troisième entreprise criminelle commune est la prise des forces de maintien de la paix des Nations Unies ainsi que des observateurs qui sont pris otages et utilisés comme boucliers humains. Et puis en dernier lieu, l'élimination des musulmans de Srebrenica, le génocide des musulmans de Srebrenica qui a été organisée par les exécutions des garçons plus âgés et des hommes et par l'expulsion des femmes et des enfants de l'enclave. Pour toutes les périodes reprises dans l'acte d'accusation, il faut savoir que les membres de ces entreprises criminelles communes partageaient un objectif commun qui était d'expulser de façon permanente les non-serbes de ces zones de Bosnie-Herzégovine, et ce par le biais de moyens criminels. Le ciment qui les liait, qui harmonisait leurs contributions individuelles et qui assurait qu'ils ont travaillé de concert vers cet objectif commun était cet objectif criminel partagé. Outre la participation de M. Mladic à ces entreprises criminelles communes, l'accusation affirme qu'il a également planifié, incité à commettre et ordonné les crimes recensés dans l'acte d'accusation. Ce document ainsi que le mémoire préalable au procès de l'accusation énonce les différentes formes de responsabilité criminelle de façon plus détaillée. Il faut savoir qu'il y a 2 aspects que l'on retrouve dans cette affaire et qui sont les 2 clés de voûte de l'acte d'accusation de cette affaire et qui permettent d'établir chacun des modes de responsabilité pénale décrits dans l'acte d'accusation. Nous avons dans un premier temps l'autorité de M. Mladic et ses capacités en tant que commandant. Il commandait de façon absolue les personnes qui ont commis directement les crimes de l'acte d'accusation. Son seul supérieur était Radovan Karadzic. L'autorité de Ratko Mladic lui donnait les moyens et la capacité de commettre ces crimes odieux.
et il a exercé cette autorité afin de planifier et d'ordonner les crimes de l'acte d'accusation. La deuxième clé de voûte est le fait qu'il savait que les crimes qu'il avait planifiés et ordonnés étaient bel et bien exécutés tels qu'il l'avait prévu. La VRS a hérité d'une structure de commandement parfaitement opérationnelle et d'un système de communication de la JNA. Depuis les premières heures de son existence, depuis son premier jour de commandant, les chaînes de communication de l'état-major principal vers les soldats individuels et la structure hiérarchique de l'état-major général vers les différents soldats sur le terrain a parfaitement fonctionné. Pour comprendre l'état d'esprit de Mladic, pour comprendre comment lui comprenait son autorité, je vous demanderai de bien vouloir prendre en considération 2 extraits des manuels de la GNA. Ces passages résument ce qui lui a été dit à propos de son autorité et de sa capacité pour commander et contrôler lorsqu'il se trouvait dans la GNA. Le passage ou l'extrait que vous avez est extrait d'un texte de la GNA à propos du commandement et du contrôle. Et voilà ce qui est indiqué. À ce moment, il faut absolument établir une distinction entre le contrôle et le commandement. Ces 2 notions sont très souvent confondues et utilisées l'une pour l'autre. Toutefois, le contrôle et le commandement ne sont absolument pas synonymes. Il y a des différences dans le travail que cela représente. Le commandement est une forme, une fonction du contrôle qui n'existe que dans le cadre d'une organisation militaire. Le commandement met en œuvre et exécute le contrôle. Il comprend le droit de prendre des décisions et d'affecter et d'assigner des tâches. Il est mis en œuvre par différents instruments de commandement, à savoir des ordres, Narejena, Naredbe, des commandements, des directives et des instructions. Elles ne peuvent être données que par des officiers supérieurs et non pas par des états-majors, des commandements, des administrations ou d'autres structures. Fin de la citation. Donc cet extrait indiquait de façon très très claire aux jeunes officiers que la structure du commandement ne doit absolument pas être confondue avec la personne qui a le contrôle. Un officier subordonné ne peut obtenir ses instructions que de la part d'un officier supérieur. L'ancien commandant des forces britanniques, le général Sir Richard Dannatt, décrit cela dans son rapport d'expert. Cela se fonde sur le modèle soviétique et est préféré ou privilégié par les armées qui ont des conscrits. Et comme il l'indique au paragraphe 28 de son rapport, il s'agit d'un système qui est particulièrement bien compris par les personnes élevées et éduquées dans une société communiste ou une société étatique. La flexibilité que cela octroie aux commandants subordonnés, notamment au niveau plus bas du commandement, est limitée. La planche numéro 3 nous décrit le même concept, mais vu du point de vue du commandement. Je cite, le commandant commandera et contrôlera les unités subordonnées et les institutions qui correspondent à la responsabilité qui lui est attribuée. Toute autorité est dérivée. Dans le contexte de la VRS, comme le général Dannatt le décrira lorsqu'il viendra déposer, dans le contexte de la VRS, disais-je, ce principe signifie que les commandants supérieurs de l'armée doivent indiquer avec précision les tâches qui seront exécutées par les soldats placés sous leur autorité. La planche 4 est un extrait du rapport du général Dannatt. Il tire des conclusions compte tenu de son expérience, de son expertise et compte tenu du fait qu'il a pris en considération, analysé des documents pertinents. Et je cite, le général Mladic était le commandant de l'état-major général de l'armée serbe de Bosnie, la VRS, le niveau le plus élevé de commandement, responsable de la planification et de la conduite du conflit au niveau stratégique militaire. Fin de la citation. Cela se poursuit et je souligne que ceci est envisagé du point de vue militaire. La référence qui est faite ici est une référence à la responsabilité militaire et non pas
à la responsabilité pénale. Le général Danat dit, je cite, le point essentiel, c'est que si des tâches peuvent être déléguées, la responsabilité globale, en revanche, ne peut jamais être déléguée. Fin de citation. L'affirmation par Mladic du commandement effectif de ces troupes sera exposée, en l'espèce, élément de preuve à l'appui. La planche qui s'affiche maintenant contient des éléments de la déposition de Piot Stucker, assistant militaire au commandant des forces de la Fort Pronu. Il était en contact régulier avec le personnel de la VRS, et ce, à tous les échelons, y compris celui de Mladic. Et il a indiqué dans sa déposition, je cite, « Le général Mladic ne cherchait guère à cacher le fait que rien sur la partie de la Bosnie-Herzégovine contrôlée par les Serbes de Bosnie ne pouvait se produire ou ne se produirait sans son approbation spécifique. Il était très clair que c'était lui qui prenait toutes les décisions importantes sur le plan militaire. » Fin de citation. L'accusation établira également ceci au moyen d'exemples concrets montrant que Mladic donnait directement des ordres à ceux qui allaient exécuter les crimes. Et sur la planche numéro 6, nous trouvons un extrait d'une conversation interceptée du 28 mai 1992, au cours de laquelle Mladic donne des instructions et dirige les tirs de ses artilleurs. Voici le déroulement de cet extrait. Et je cite, Mladic commence par dire à l'artilleur, tire sur Velušići. Réponse de l'artilleur, Velušići. Réponse de Mladic, oui, Velušići. Vukašinović répond alors, oui. Et Mladic poursuit, tire sur Velušići et aussi sur Pofalići. Il n'y a pas beaucoup de population serbe là-bas. Tire là-bas, autour de la rue Dobrovoljačka et vers le haut jusqu'à la rue Humska. Vukašinović demande une confirmation autour de la rue Humska, mais Mladic confirme, oui, et sur la rue Djakovic aussi, jusque là-bas. Et utilise des tirs de reconnaissance pour qu'ils ne puissent pas dormir, pour que nous les rendions fous. Fin de citation. Je vais demander que nous entendions la bande audio correspondant à cette conversation et je demande aux interprètes de ne pas interpréter pour que nous entendions tous la voix de Mladic. Le président. Monsieur Groom. Ceci n'a pas été traduit en français. Alors, il ne s'agit pas d'éléments de preuve, donc c'est peut-être d'une importance relative, mais il semble y avoir quelques difficultés avec votre rythme de lecture, donc je vous prie de bien vouloir ralentir, à moins que la défense ait une position différente quant à ce qui est affiché en ce moment même à l'écran en anglais. Je suppose que vos transparents seront remis de toute façon à la défense. Monsieur Gros, en effet, le président. Très bien, dans ce cas-là, puisque nous sommes au stade des propos liminaires, je vous prie de poursuivre. Monsieur Grom. L'intention de Mladic de terroriser la population musulmane de ces quartiers apparaît très clairement lorsque nous entendons les mots qu'il utilise en s'adressant à ses artilleurs. Monsieur McCloskey a déjà exposé la façon dont Mladic exerçait son autorité pour commettre les massacres de Srebrenica. L'accusation établira, au moyen d'éléments de preuve fiables et crédibles, que Mladic exerçait son autorité de commandant pour planifier, ordonner et participer aux crimes retenus dans l'acte d'accusation. Je passe maintenant à la seconde clé de voûte de notre cause, la connaissance qu'avait Mladic du fait que ses ordres étaient exécutés et du fait que les crimes qu'il avait conçus étaient réellement commis. La planche numéro 7 représente un autre passage de ces carnets militaires
2 semaines après qu'il a ordonné l'exécution de masse des hommes de Srebrenica. Ici, il enregistre la teneur d'une réunion avec Slobodan Milošević et le général Momčilo Perešić, chef de l'état-major général de la VJ. Il note que Milošević dit la chose suivante, je cite, « Srebrenica et Jepa nous ont fait beaucoup de tort ». Il s'agit d'une référence tout à fait claire à l'indignation croissante de la communauté internationale face aux informations qui lui parvenaient après la prise des 2 zones de sécurité et les exécutions de masse qui s'étaient produites immédiatement après. La planche suivante donne un autre exemple de la façon dont Mladić a consigné dans ses carnets des informations sur les crimes. Le passage que nous voyons est daté du 14 octobre. Il y note les propos tenus par Momčilo Krajišnik, lui disant, je cite, « Vogošća, la section d'intervention a détruit l'hôtel et il viole tout le monde, sans la moindre distinction. » Le commandant Miladin, ils ont tout pillé à Vogošća. Fin de citation. L'accusation présentera d'amples éléments de preuve indiquant que Mladić était pleinement conscient des crimes commis par ses soldats et que c'était son intention de voir ses soldats commettre de tels crimes. Je reviens vers le rapport d'Anat sur cette planche numéro 11 où il se penche sur le problème suivant. Je cite, « Les commandants les plus haut placés tels que Mladić et Krstić dont j'ai étudié le parcours, étaient des officiers de métier officiellement formés à l'exercice des fonctions de commandement et d'état-major. En bref, la VRS était une machine de guerre organisée, cohérente et disciplinée. Les rapports circulaient correctement dans les 2 sens de la hiérarchie au sein de l'armée et permettaient aux commandants de prendre des décisions bien informées. Fin de citation. Sur la planche numéro 10, qui apparaît maintenant devant vous, figure un autre rapport émanant du premier corps de la Krajina. L'auteur dit ici, je cite, « Une chose est sûre, nous commençons déjà à sentir ce que nous coûte le sang inutilement versé des musulmans. » Fin de citation. Nous avons là une évaluation franche. Non seulement les musulmans ont été tués sans objet, mais une telle tuerie absolument inutile allait à l'encontre des intérêts même des Serbes. Messieurs les juges, les crimes retenus dans l'acte d'accusation se sont produits non seulement parce que Mladić les a planifiés et les a ordonnés, mais également parce qu'il a soutenu leurs auteurs qui étaient tout à fait consentants. Au cours des 3 années précédentes, ces auteurs avaient commis des crimes semblables en utilisant le même modus operandi contre des non-serbes. Ils connaissaient la façon dont Mladić faisait la guerre et ils savaient qu'on attendait d'eux qu'ils utilisent les mêmes méthodes. La façon dont il a utilisé son autorité et sa position de dirigeant pour commettre des crimes et pour permettre la commission de crimes par des soldats qui s'en remettaient à lui pour qu'il les dirige ne représente pas uniquement un échec moral inexcusable et l'échec de sa direction, il représente également un encouragement à la commission des crimes. Quant à Srebrenica, Mladić présente une défense d'alibi. Le 23 janvier dernier, M. Mladić a fait part de son intention d'invoquer une défense d'alibi. Au paragraphe 6 de cette écriture, la défense affirme que M. Mladić n'était par conséquent pas en position de commettre ou d'aider et encourager la commission de quelque crime que ce soit entre les 14 et 17 juillet 1995. M. Mladić affirme qu'il est parti pour Belgrade dans l'après-midi du 14. Il a été présent lors des réunions avec les négociateurs internationaux le 15 et puis il s'est rendu
au mariage, à un mariage le 16. Il affirme que puisqu'il n'était pas présent physiquement dans la zone de Srebrenica pendant certaines des exécutions en masse, eh bien, je cite, il n'était donc pas en position d'aider, de commettre ou d'aider ou encourager la commission des crimes allégués retenu à l'acte d'accusation pour les journées du 14 au 17 juillet 1995. Fin de citation. L'accusation accepte que M. Mladic s'est trouvé à Belgrade, effectivement, qu'il est parti de Srebrenica le 14 juillet, qu'il était présent lors de plusieurs réunions, le 15 des réunions avec la direction serbe et avec des négociateurs internationaux. L'accusation accepte effectivement le fait, l'affirmation qu'il se soit rendu à un mariage et qu'il se soit rendu dans un hôpital militaire. L'accusation n'accepte pas le fait, cependant, qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. L'accusation n'accepte pas, et je cite, le fait qu'il n'aurait pas été en position de commettre le crime allégué. Avant de quitter Srebrenica, Mladic a mis en branle, sous le contrôle de ses officiers subordonnés, une opération bien organisée, à grande échelle, opération d'assassinat de plus de 7000 hommes et garçons en l'espace de quelques jours, ainsi que le départ forcé de plus de 30 000 femmes, enfants et personnes âgées du territoire. Le 15 juillet 1995, l'opération meurtrière avance à plein régime à Srebrenica. Mladic rencontre plusieurs représentants internationaux. Entre deux de ces réunions, le général Rupert Smith et le général de la Prelle ont des conversations séparées avec Mladic. Mladic note ce que le général Smith lui a dit pendant l'entretien qu'ils ont eu. Ce qu'il note au point 4 de ce que Smith lui a dit a à voir avec les événements de Srebrenica. Nous voyons cela à la planche numéro 11 et je cite, « Le traitement de la population de Srebrenica et de Jepa. Il y a des rumeurs faisant état d'atrocités, de massacres et de viols. » Fin de citation. Donc, c'est de sa propre main que Mladic note que le général Rupert Smith l'a informé de ces rumeurs parlant d'atrocités, de massacres et de viols qui seraient commis à Srebrenica. Alors, que fait Mladic suite à cela? Il se rend le lendemain matin à un mariage. Nous avons des photographies de Mladic en mariage et à la fête. Donc, pendant que ces hommes sont tués, le fait que Mladic était à Belgrade pendant que ces hommes ont été tués ne signifie pas qu'il n'avait pas l'intention qu'ils soient tués. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas mis en branle l'opération meurtrière. Cela ne l'excuse pas de sa responsabilité pénale pour avoir ordonné et mis en branle cette opération massive meurtrière le jour même où Mladic assiste au mariage, au moment même où cette photographie est prise. En l'espace de cette seule journée, plus de 1500 hommes et garçons sont tués, assassinés à la ferme de Braniewo. Nous avons une autre photographie qui nous montre l'exhumation de ce site. Pendant que Mladic est souriant en mariage et pendant tout ce temps-là sait que des hommes innocents sont tués. Alors, pendant ce procès, vous entendrez parler de cette conversation entre le général Clark et Slobodan Milošević quelques semaines plus tard, lorsque Clark demande si Milošević avait la possibilité d'arrêter ce bain de sang. Et je cite les propos de Milošević, ou plutôt ce que dit M. Clark. Monsieur le Président, vous dites que vous avez une très grande influence sur les Serbes de Bosnie. Alors, à ce moment-là,
comment est-ce que vous avez pu laisser le général Mladic tuer tous ces gens de Srebrenica? Et le général Clark note ce que M. Milosevic lui a dit. Je cite, eh bien, général Clark, j'ai mis en garde Mladic pour qu'il ne le fasse pas, mais il ne m'a pas écouté. Fin de citation. Milosevic a reconnu au général Clark qu'il avait parlé à Mladic soit pendant, soit avant les massacres, qu'il a prévenu Mladic, mis en garde Mladic de ne pas le faire, mais que Mladic n'a pas suivi ce que Milosevic lui a dit. Alors Mladic s'est rendu à des réunions et à un mariage au moment où le crime qu'il a ordonné avait lieu, mais cela ne l'absout pas de la responsabilité de ce crime, comme le note le général Danat. Le commandement et la responsabilité ne peuvent pas être séparés. Aujourd'hui, M. Mladic est protégé par la présomption d'innocence, une protection dont il bénéficiera tout au long du procès et des délibérations de la Chambre. Aujourd'hui, je m'engage au nom de notre équipe du bureau du procureur. Je m'engage devant la Chambre de première instance et M. Mladic que l'accusation présentera sa cause d'une manière équitable, équilibrée. La prochaine fois que je prendrai la parole devant vous, ce sera à la fin de ce procès. Entre-temps, vous aurez entendu les éléments de preuve présentés par l'accusation et tout élément de preuve que M. Mladic aura souhaité présenter à la Chambre. Lorsque je reprendrai la parole devant vous de cette manière, à la fin, je vous demanderai de donner au peuple de Bosnie ce qu'ils ont attendu pendant si longtemps, de donner à tous les habitants de la Bosnie, qu'ils soient bosniens, croates, serbes ou simplement citoyens de Bosnie, de leur donner la vérité sur ce que Mladic a fait à ce pays beau et si complexe, de leur donner la vérité sur ce que Ratko Mladic a fait au peuple de Bosnie. Monsieur le Président, Messieurs les juges, l'accusation sera prête à citer son premier témoin en fonction des instructions de la Chambre. Je vous remercie. Le Président, je vous remercie, Monsieur Grom. This hearing was scheduled. Le juge Horry, cette audience était prévue pour que nous entendions les propos liminaires de l'accusation. Ceci dit, si l'une ou l'autre des parties estime nécessaire de porter à notre attention une question de nature urgente, je l'invite à le faire, bien que ceci n'ait pas été prévu. Monsieur Groom, non, pas pour ce qui nous concerne, Monsieur le Président. Le Président, Maître Lukic, je suis pris par surprise, Monsieur le Président, mais je crois que la question urgente que j'avais à l'esprit sera abordée au cours de la réunion de cet après-midi consacrée à l'article 65 ter. Le Président, évidemment, mais je me demandais s'il n'y avait pas autre chose qui se serait présenté et que vous souhaiteriez porter à notre attention. Je suis au courant de cette question qui est toujours pendante. Alors, avant que nous ne levions l'audience, je voudrais aborder quelques sujets qui ne prendront pas beaucoup de temps. Pour commencer, le 10 mai 2012, la Défense, par voie informelle, a demandé l'autorisation de la Chambre pour faire intervenir un collaborateur juridique qualifié dans le cadre du contre-interrogatoire des témoins, afin que ce collaborateur mène les contre-interrogatoires. Le jour suivant, le 11 mai, la Chambre a fait droit à la requête de la Défense. Cette dernière, ainsi que la décision de la Chambre, sont par la présente consignées au compte-rendu. La Chambre va maintenant se prononcer quant au début de la présentation des moyens à charge par l'accusation, présentation initialement prévue pour commencer le 29 mai 2012. Compte tenu des erreurs importantes commises par l'accusation dans la communication de ces pièces, que la Chambre a déjà évoquées brièvement hier, les juges informent par la présente les parties qu'ils ont décidé de surseoir
au début de la présentation des moyens à charge. La Chambre est toujours en train de collecter des informations quant à la portée de cette erreur et à l'ensemble de ses conséquences. La Chambre compte annoncer la date du début de la présentation des éléments à charge par l'accusation dès que possible. Ce qui conclut ce que les juges avaient à dire sur ce point, et compte tenu de cela, nous allons lever l'audience d'aujourd'hui, sine die, et les parties seront informées de la façon dont nous procéderons par la suite.